Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Aujourd'hui, on est en comité plus réduit qu'hier, mais bon, c'est pas grave. Donc, le thème, c'est les enfants actuels de la grande émergence de l'État. Avant de présenter le sujet, je vais rapidement vous donner mon parcours pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à vous parler de tout ça aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même tout un cheminement. Si enfant que j'ai été moi-même, je me suis toujours occupée d'enfants. Et donc, quand j'ai passé mon bac, le plus naturellement du monde, j'ai cherché une profession où je pouvais m'occuper d'enfants. Et j'ai fait une formation qui, à l'époque, s'appelait jardinière d'enfants, qui maintenant s'appelle éducateur de jeunes enfants. Et dans l'école où j'ai fait ma formation, ils avaient une année supplémentaire de spécialisation pour les enfants en situation d'échec scolaire, tout en étant dans les limites de l'intelligence dite normale. Donc j'ai fait cette spécialisation et je me suis retrouvée dans cette même école, mais dans l'école d'application, avec une classe CP et CE1, donc avec des enfants en situation d'échec, mais qui très vite ont eu la bonne idée de me mettre moi-même en échec. Parce que j'avais beau avoir eu une formation pédagogique solide, parce que j'avais été formée à toutes les pédagogies actives, vraiment j'avais une formation solide, malgré tout, il me manquait des outils pour répondre à leurs difficultés. Donc en fonction des enfants, j'ai commencé par inventer moi-même des outils, et puis aller à la pêche. Donc c'est là où j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait plein de formations diverses et variées, psychopédagogie, psychomotricité. Après, dans les années 70, j'ai eu la chance d'être dans la mouvance, d'une mouvance nouvelle en France, de toutes les thérapies psychocorporelles, transpersonnelles, humanistes, et j'ai eu la chance d'être formée avec les pionniers. Donc j'ai eu ce fil conducteur qui m'a amené finalement sur les bancs de la fac pour faire un DESS de psychologue clinicienne, avec l'enfant toujours en fil conducteur, même si je travaillais aussi avec des adultes. Donc pendant tout le temps de cette conférence, quand je parle d'enfants, ne le prenez surtout pas au niveau de l'état civil. Pour moi, les enfants avec lesquels je travaille, ils vont de moins, début de grossesse, je vais dire moins 7 ou 8, jusqu'à 100. Donc c'est enfant, prenez-le toujours au sens large, même si j'emploie le vocabulaire enfant. Donc j'ai eu l'enfant toujours en fil conducteur, et puis petit à petit, je commençais à me rendre compte que je côtoyais de plus en plus d'enfants que j'ai commencé par appeler différents. Venez vous installer. Et puis autour de moi, on me disait, c'est n'importe quoi, il y a toi qui vois des trucs pareils, c'est les parents qui sont plus laxistes, c'est la télévision. Bon, ok, des parents laxistes, il y en a, des problèmes de télévision, il y en a, mais je sentais bien que c'était d'autres choses dont il s'agissait. Et les heureux hasards de la vie m'ont amené à élever un enfant. Les heureux hasards de la vie m'ont amené à élever un enfant. J'ai accompagné la maman pendant toute sa grossesse et j'ai élevé le petit jusqu'à 4 ans. Et là, il m'a fait toucher du doigt la réalité de ce que je percevais depuis longtemps. Et il m'a appris plein de choses. Et il m'a fait, entre autres, toucher du doigt le fait qu'ils ne fonctionnaient pas tous de la même façon. Que c'était un peu comme s'il y avait des grandes familles. À l'intérieur d'une grande famille, ils fonctionnaient de la même façon. Ils allaient même parfois jusqu'à se ressembler physiquement. Mais il pouvait y avoir des très grandes différences de fonctionnement d'une famille à l'autre. Et puis petit à petit, j'en suis arrivée à la compréhension de ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, je vais commencer par vous faire une petite bande dessinée. Alors, au début, vous allez vous dire, où est-ce qu'elle nous embarque? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Acceptez de vous laisser embarquer, vous allez voir, il y a une logique. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite pour vous donner le maximum d'informations. À un moment donné, si ça va trop vite ou s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous le dites. Et comme il dit suivant après. Donc ça, c'est un tronc d'arbre. Un arbre, pour qu'il vive, il lui faut des racines avec lesquelles il prend l'énergie de la terre. Et puis il lui faut des branches et des feuilles avec lesquelles il prend l'énergie du ciel. Donc un arbre a une sève ascendante, une sève descendante
il fait la synthèse et il redonne les fleurs, les fruits, l'oxygène, l'ombre, le bois après quand on coupe. Jusque-là, ça va? Même si on est apparemment loin des enfants. La flèche qui tourne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est redonne. Hein? Sève ascendante, sève descendante, synthèse, et je redonne. Alors, est-ce que certaines personnes connaissent ce symbole? C'est un symbole de la Chine ancienne, mais quand je dis ancienne, c'est 6-10 000 ans. Hein, donc c'est pas d'hier. Et c'était un des symboles qui voulait dire l'homme. L'homme être humain, hein, pas l'homme masculin. Et qui se lit l'homme dans sa verticalité, puisque l'être humain, c'est le seul mammifère à avoir la colonne vertébrale verticale. L'homme dans sa verticalité, trait d'union entre le ciel et la terre, et qui redistribue. C'est-à-dire qu'il nous disait que l'homme prend l'énergie du ciel, prend l'énergie de la terre, fait la synthèse et redonne. C'est-à-dire que quand je suis debout, je prends l'énergie du ciel, je prends l'énergie de la terre et je redonne ce que j'ai reçu. C'est en fait l'origine de la croix. L'axe tertiel et je redonne. On est exactement dans la même dynamique. Donc on va revenir 2 minutes au végétal. Pour avoir une plante végétale d'une manière générale, on a 2 grandes façons de procéder. Soit je prends une graine, dans les bonnes conditions elle se fait des racines, et elle part à l'assaut du ciel. Soit je prends une bouture, donc une partie aérienne, je la plante, et elle part à l'assaut de la terre. Graines et boutures sont dans l'axe terre-ciel, la graine dans le sens terre-ciel, la bouture dans le sens ciel-terre. Maintenant, on va bien arriver aux humains et aux enfants. Hein, c'est quand même notre objectif. Donc, je vais vous faire un très joli bonhomme. Voilà. Petit scolaire, 4 ans d'âge mental. Et on va voir qu'il y a des humains qui fonctionnent comme les graines, des humains qui fonctionnent comme les boutures. Ceux qui fonctionnent comme les graines, eh bien, à leur naissance, comme la graine, ils sont naturellement connectés à l'énergie du ciel, de la terre. Et ils vont faire comme la graine, ils vont monter pour aller se connecter à l'énergie du ciel. Puisque l'objectif est toujours d'être dans l'axe tertiel. Ceux qui fonctionnent comme la bouture, eh bien, à leur naissance, ils vont naturellement être connectés à l'énergie du ciel, et ils vont faire comme la bouture, ils vont descendre pour aller se connecter à l'énergie de la terre. Tous les deux sont dans l'axe tertiel, et vous voyez bien complètement en sens inverse. Dans l'évolution, on va toujours de ce que l'on connaît vers ce que l'on ne connaît pas. Donc pour les humains graines, le connu, c'est la terre, l'inconnu, c'est le ciel. Pour les humains boutures, le connu, c'est le ciel, l'inconnu, c'est la terre. Vous voyez, tout est complètement en sens inverse. Donc, à partir de maintenant, tout ce que je vous dis, c'est sans aucun jugement de valeur. Il n'y a pas un fonctionnement qui est meilleur que l'autre. C'est 2 fonctionnements différents. Alors, qu'est-ce que ça donne de fonctionner en humain graine? Eh bien, le fonctionnement naturel, puisqu'ils sont naturellement connectés à l'énergie de la Terre, leur fonctionnement naturel, c'est tout ce qui est de l'ordre du concret, du logique, du rationnel, du raisonnement.
Ça, c'est leur fonctionnement naturel. Les humains boutures, naturellement connectés à l'énergie du ciel, leur fonctionnement naturel, c'est tout ce qui est l'intuition, la sensibilité, la créativité. Oui, pas du tout le même type de fonctionnement. Maintenant, si je ramène ça au fonctionnement de notre cerveau, on a 2 hémisphères. Chaque hémisphère gère préférentiellement certains types d'opérations. L'hémisphère gauche, c'est lui qui gère préférentiellement tout ce qui est l'ordre du concret, du logique, du rationnel, du raisonnement. Premièrement, deuxièmement. Donc c'est pour ça que ceux-là, je les appelle cerveau gauche. L'hémisphère droit, c'est lui qui gère préférentiellement tout ce qui est l'intuition, la sensibilité, la créativité. C'est pour ça que ceux-là, je les ai appelés cerveau droit. Une fois encore, sans jugement de valeur. Jusqu'à à peu près une centaine d'années. Sur Terre, et surtout en Occident, on avait une très grande majorité de personnes fonctionnant cerveau gauche. Et puis, de temps en temps, il y avait les cerveaux droits, mais c'était toujours les géotouffetous, les professeurs Nimbus, professeurs Tournesol, c'est-à-dire ceux qui apportaient des idées nouvelles, révolutionnaires, faisant pas du tout partie de ce qui était admis jusque-là. On a eu Copernic et Galilée, on a eu Léonard de Vinci, on a eu Jules Verne. Jules Verne, quand il a écrit tous ses bouquins, il est passé pour complètement allumé, pour employer le terme des ados, se disant mais qu'est-ce que c'est que toutes ces machines qu'il a inventées, ça n'a aucun sens. Or maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Et plus près de nous, on a eu des scientifiques comme Einstein, comme Nikola Tesla. Et depuis une centaine d'années, il a commencé à y en avoir un petit peu plus. Au début, un petit peu. Et puis au fil des décennies, ça a été un peu plus, jusqu'à beaucoup plus. Et finalement, une courbe complètement exponentielle, ce qui fait qu'on en arrive à l'heure actuelle à une inversion totale des proportions. Donc maintenant, on a élu une très grande majorité d'enfants, alors pour le coup, d'enfants âge civil, état civil, pour un très petit nombre d'enfants fonctionnant cerveau gauche. Ça ne serait pas forcément un souci en soi, sauf que tous nos systèmes éducatifs et pédagogiques en Occident ont été étalonnés pour des enfants fonctionnant cerveau gauche, pour lesquels ça fonctionne bien. Il n'y a pas le problème en cause pour cela. Mais appliquer les principes cerveau gauche pour des enfants fonctionnant cerveau droit, là, ça ne fonctionne plus. Et pourquoi ça ne fonctionne plus? On va prendre une image, celle de la tour Eiffel. Imaginez qu'on transforme la tour Eiffel en tour d'habitation. Donc il y a des personnes qui habitent au rez-de-chaussée, d'autres au premier, d'autres au second, et d'autres au troisième. Tout le monde habite à Paris, tout le monde regarde Paris de sa fenêtre. Est-ce que tout le monde voit le même Paris? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? On va prendre juste le rez-de-chaussée et le troisième. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le rez-de-chaussée et le troisième? Ceux du rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la route, les gens qui passent devant, les arbres qui sont au niveau, voilà, comme ça. Comment ça peut s'appeler tout ça? Du voyeurisme. On va appeler tout ça des détails. C'est-à-dire qu'ils voient en détail. Moi, si je regarde cette pièce, je peux détailler le nombre de sièges, le nombre de personnes, comment vous êtes habillés, celles qui ont des lunettes. Donc des détails qui permettent d'analyser et qui permettent d'obtenir au final une image mentale de l'ensemble. Ceux qui habitent là-haut. Ils voient loin. Hein. C'est une vue globale. Exactement.
c'est une vue globale, et une vue globale qui n'analyse pas. La vue en détail analyse. Un siège occupé, 2 sièges vides, 2 sièges occupés, oui, qui analyse. La vue globale n'analyse pas, c'est une impression. C'est-à-dire que vous avez un paysage devant vous, et c'est comme si ce paysage entier s'imprimait en vous. Vous voyez, l'image mentale ne se crée pas du tout de la même façon. Et si la personne veut extraire des détails de cette image mentale, ça suppose qu'elle passe en mode cerveau gauche pour analyser les informations. Et ça, c'est ce que les enfants ont beaucoup de mal à faire, et ont de plus en plus de mal à faire, à passer en mode cerveau gauche pour faire l'analyse. Donc ils absorbent les choses, ils comprennent, mais ils comprennent de façon globale. Après, quand on leur pose une question de détail, parce que le détail, ça ne les intéresse pas. Ils ont beaucoup plus envie de savoir la suite, de se balader plus loin. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant, concrètement, au niveau des enfants? Vous, madame, par exemple, qui faites partie des personnes âgées. Des enfants, il y a une telle distance entre parents, enfin, disons adultes, et puis eux, leur monde. Donc il y a une difficulté de communication pour moi. Bon, mais par exemple, quand vous étiez plus jeune, que vous voyez des bébés, essayez de faire le lien entre les bébés que vous voyez quand vous étiez vous-même enfant, ou les bébés dont on vous parlait, et les bébés que vous voyez maintenant. Oui, tout petits, en général, disons qu'ils étaient plus passifs, je vais dire. Aujourd'hui, ils ont même j'ai travaillé... Vous le faites. Vous ne le dites pas, mais vous le faites. Vous ouvrez grand vos yeux. Oui, voilà. Leur caractéristique, c'est ça. C'est qu'ils, dès le moment de la naissance, ils ont les yeux déjà grands ouverts. Et beaucoup de mamans, quand elles croisent le regard de leur bébé pour la première fois, plein de mamans qui me le disent, elles se disent « Waouh !» Et elles se sentent toutes petites face à un bébé où elles ont l'impression d'avoir un grand sage, un grand maître, ou enfin d'avoir quelqu'un de grand devant elles, et du coup elles se sentent, elles, toutes petites. Oui, c'est quand même pas facile pour certaines mamans. Et avec ce regard très puissant, il y a quelque chose d'autre qui va avec. Parce que pour pouvoir regarder, il faut que le regard soit à l'horizontale. Mais vous, il voit essentiellement de là-haut. Donc le regard à l'horizontale, ça implique aussi un tonus beaucoup plus important. Vous disiez passif, les bébés étaient plus, entre guillemets, plus mous avant. C'est-à-dire que petits, ils ne se tenaient pas. Que là, maintenant, ils se tiennent d'emblée. Ils sont très toniques parce qu'ils veulent voir. Donc d'emblée, ils sont dans le relationnel, d'emblée, ils sont dans l'échange. Mais la contrepartie, c'est que comme la Terre où ils arrivent, ça ne fait pas partie de leur univers, ça ne fait pas partie de ce qu'ils connaissent, c'est au secours où j'ai mis les pieds. Parce que imaginez-vous, quand vous êtes en avion, très haut, si vous avez la chance qu'il n'y ait pas de mer de nuages entre vous et la Terre, quand vous regardez la Terre, c'est plutôt sympa. Et plus on est en altitude, plus on est sympa, parce qu'on arrive à voir l'aura bleue de la Terre, sympa. Et puis quand l'avion descend, vous zoomez de plus en plus. Puis tout d'un coup, vous découvrez des zones industrielles, vous découvrez des grands carrefours d'autoroute. Vous voyez que c'est moins sympa que ce que vous voyez de là-haut. Et plus vous descendez, ça commence, selon là où vous arrivez, à ne pas sentir très bon, ça commence à y avoir du bruit, ça commence à grouiller de partout. Et là, l'enfant, il se dit, mais au secours, où est-ce que j'ai mis les pieds? Alors, madame venait récupérer le début qu'elle avait manqué hier. Au secours, où j'ai mis les pieds, c'est pas à ça que je m'attendais. Donc, je freine.
Ce qui fait qu'on a proportionnellement beaucoup plus d'enfants insécurisés qu'avant. Parce que c'est pas à ça qu'ils s'attendaient, et en plus c'est pas connu. Donc il leur faut le temps de découvrir là où ils arrivent. Et un enfant insécurisé, quelle manière il a d'exprimer son insécurité? C'est de pleurer. Donc on a des bébés actuellement qui pleurent plus que la moyenne. Mais parce qu'avant, il y avait moins de trafic, c'est ça que vous dites? Non. Non, c'est parce Non. qu'avant, ils arrivaient en terrain connu. Là, ils arrivent en terrain inconnu. Mais, oui, moi je ne sais pas, mais je vois par exemple une chose qui me surprend toujours, un petit détail. Les petits dans des poussettes. Bon, il y a 50 ans, les poussettes, l'enfant voyait la personne qui le poussait. Il y avait toujours une présence, une sécurité. Alors qu'aujourd'hui, il regarde devant, au départ, la personne qui poussait, si l'enfant pleurait, lui parlait. Aujourd'hui, souvent la personne est ou avec un téléphone, ou on ne l'entend plus pleurer. Et moi j'ai remarqué, si je m'approche d'une poussette, parce qu'ayant les cheveux blancs, on peut faire ça facilement, et je dis bien, qu'est-ce que tu veux nous raconter? L'enfant se tait. Donc, je ne sais pas, vous voyez, Oui, tout à fait. Et le meilleur moyen pour toutes ces mamans qui ont des bébés qui pleurent beaucoup, qui sont très insécures, à votre avis, c'est quoi le meilleur moyen? De les rassurer. De les rassurer. Oui, et comment? En les ayant dans les bras. Sauf exception, c'est quand même, globalement, les bras de maman qui sont les plus rassurants. Enfin, les bras je vais dire de l'adulte. Non. Ah, mais écoutez, madame, moi j'ai fait la bonne à tout faire quand je suis arrivée aux États-Unis, et je ok. les prenais, alors que les parents... Ok, c'est pour ça que je vous dis, majoritairement, la maman. Vous preniez le relais d'une maman qui ne pouvait pas le faire. Oui. Hein, c'est pour ça que je dis majoritairement. Hein, il y a toujours des cas Et en hôpital, toujours des cas d'exception. Pareil. Et l'idéal pour ces mamans, si elles ont le bébé dans les bras, elles sont bloquées, elles ne peuvent plus rien faire. Donc il y a quelque chose qui est arrivé en Occident que les pays traditionnels connaissent depuis longtemps, c'est les écharpes de portage. Donc vive les écharpes de portage, conseiller aux mamans enceintes d'apprendre à nouer les écharpes de portage. Parce que ce n'est pas évident de les nouer comme ça. Il y a quand même un petit apprentissage pour que ce soit confortable et pour la maman et pour le bébé. Alors, dans les écharpes de portage, quand les mamans suivent quelques cours, on leur dit qu'au début, le nouveau-né, on le met en position de berceau. Mais comme ces bébés veulent voir la position de berceau, eh bien, ce n'est pas leur tasse de thé, ils ne la gardent pas longtemps. Et comme ils gigotent parce qu'ils veulent passer la tête par-dessus bord, les mamans les redressent. Et on leur dit dans les cours que quand on le redresse, il faut d'abord le redresser face contre la maman. Et face contre la maman, on n'a pas réglé le problème, puisqu'ils veulent voir. Donc ils se tortillent. Hein, donc la maman, ça lui tire sur les épaules, il se tortille, elle a un verre de terre, et elle le tourne. C'est-à-dire qu'elle le met dos contre elle. Et là, c'est bingo et pour la maman et pour le bébé. Parce que quand la maman met le bébé dos contre elle, il a donc sa colonne contre le sternum de la maman. Les os sont poreux, les os font passer le son. Ce qui fait que quand le bébé est le dos contre le sternum de sa maman, par la voix des os, il perçoit les bruits du corps de sa maman. Donc il retrouve les sons qu'il entendait in utero. En plus, le fait d'avoir le dos contre sa maman, il a le dos en appui. Or, le bébé in utero, quelle était la partie de son corps qui était en appui? C'était son dos. Surtout à la fin, quand il n'y avait plus beaucoup de place pour bouger. Donc, il retrouve cet appui. Quand il était in utero, la maman bougeait, il bougeait avec elle. Bon, avec l'écharpe de portage, pareil, il bouge avec elle. Donc, vous voyez, tout le monde est gagnant parce que l'enfant retrouve les sensations qu'il avait in utero. Donc, c'est sécurisant.
mais en même temps, il est ouvert sur l'extérieur. En plus, les écharpes ont un autre avantage, c'est que quand on met l'écharpe avec l'enfant en face, l'écharpe passe sur une épaule, sous la cuisse opposée de l'enfant, l'autre côté ça croise, donc l'enfant est assis finalement sur plusieurs pans d'écharpe croisés, et ça lui sert de siège. Donc là, il est tenu, et là, il a ce qu'on appelle sa sécurité de base. Plein de pédiatres, plein de psys ont montré que c'était là l'important pour un bébé, c'était de le tenir au niveau de la base, c'est-à-dire de le tenir sous les fesses. Personnellement, j'ai entendu dire lors d'une conférence de médecine naturelle, je ne sais plus laquelle, que tous les parents faisaient l'erreur en fait de les prendre au niveau des aisselles. Oui. Qu'au niveau respiratoire, ça pouvait endommager, etc. Oui. Donc ça, c'est très très vrai. C'est-à-dire que quand on prend un enfant, par exemple un enfant qui est allongé, bon, je ne me suis pas baladée avec ma poupée de démonstration, mais il faut passer un bras sous l'épaule et aller prendre l'enfant à l'autre bras et l'autre main entre ses jambes, le soulever et le basculer soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, selon comment vous voulez le prendre. Et comme ça, il est confortable. En plus, le soulever comme ça, vous avez tout à fait raison sur le plan respiratoire, parce que ça tire. Et en plus, les enfants nés par césarienne, ça réactive le traumatisme de la césarienne, parce que c'est comme ça qu'on les sort en césarienne. Le chirurgien passe ses pouces et va le récupérer sous les aisselles et l'extrait comme ça. Ça réactive quoi? La mémoire de la césarienne, du traumatisme de la césarienne. Ah, parce que la naissance, c'est toujours un traumatisme, c'est ça? Ah oui. Ça, avec des formes différentes, Ouais. qui se gèrent différemment. Parce qu'en plus, quand l'obstétricien les attrape comme ça, bon, il n'a pas d'autre moyen, il n'a pas d'autre choix. Mais quand il les extrait comme ça, qu'il les soulève, l'enfant qui était tenu au niveau de son dos depuis des mois, tout d'un coup se retrouve avec tout le poids de son corps sur la colonne. Et c'est un traumatisme très grand. Vous voyez, dans la manipulation, il y a vraiment des choses extrêmement importantes à faire. Bon, et ce bébé, il ne va pas du tout aimer, est en position allongée. Pas plus sur le ventre que sur le dos. Parce que quel est l'intérêt de voir la moquette, la serviette de bain ou le plafond? C'est pas du tout intéressant. On a des choses bien plus intéressantes à voir. Donc la position allongée, il l'aime pas beaucoup. Il préfère être en position verticalisée ou quand vous les posez en position semi-assise. Parce que comme ça, ils peuvent voir. Et quand ils sont en position semi-assise, qu'ils grandissent, qu'ils prennent des forces, à un moment donné, ils vont s'accrocher à ce qu'ils ont autour d'eux. Et ils vont se soulever. Et à un moment donné, ils vont partir, ils vont marcher. Sans être passés, pour la plupart, par une étape que certains considèrent indispensable, le quatre pattes. Bon, il va bien falloir qu'on revoie nos positions par rapport aux quatre pattes, puisque de toute façon, ils en font de moins en moins. On ne va pas obliger un pitchoun de 7-8 mois à faire du quatre pattes de force. Et ils s'entraînent pour l'armée. Voilà. Et en plus, il n'a pas fait l'entraînement préalable, puisque n'aimant pas être en position allongée, quand on le met sur le ventre, il n'a pas fait ce qu'on appelle la position de l'avion. Quand ils ont 1 mois, 2 mois, la position de l'avion, c'est relever la tête, relever les bras. Bon, ça, ils l'ont déjà pas fait. Donc ramper, ils ne vont pas savoir. Donc ils vont se relever et ils vont partir. Un certain nombre, quand ils vont se mettre à marcher, vont marcher sur la pointe des pieds. Parce qu'ils sont pas en creux. Ah, c'est ça. Moi, je vis avec mon cousin depuis 10 ans et il ne fait que de marcher sur la pointe des pieds. Parce qu'il n'a pas envie. Mais encore aujourd'hui, il a 16 ans. Moi, j'ai des enfants, quand j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe si tu poses tes talons? Et j'ai plusieurs enfants, surtout des petites filles qui m'ont répondu, la terre me dégoûte. Donc, j'y pose mes pieds, mais vraiment le strict minimum. Parce que quand on pose ses talons, et ça on le voit bien dans les arts martiaux, quand on pose les talons, c'est je m'assois, je me pose. Et ils ont peur que s'ils se posent trop, d'être complètement englués là et de ne pas pouvoir remonter là-haut. Leur grande angoisse, c'est ça.
si je m'inscris trop à l'énergie de la Terre, je vais me couper de l'énergie du ciel. Donc dans notre accompagnement, c'est vraiment de leur montrer qu'il n'y a pas de choix. C'est pas ou, c'est et. Que pour certaines situations, c'est plus judicieux d'être à l'énergie de la Terre. Pour d'autres, on peut être à celle du ciel, ça ne pose pas de souci. Et selon les situations, donc c'est vraiment les accompagner pour que petit à petit, ils gèrent les deux plans. Parce que s'ils gèrent mal les deux plans, c'est une des raisons pour lesquelles, adolescents, il y a à l'heure actuelle une telle épidémie de schizophrénie, enfin de diagnostic de schizophrénie. C'est qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus naviguer. Je peux vous faire voir quelque chose. J'ai mon cousin depuis tout petit. Alors je ne sais pas si c'est un semblant d'autisme lié au vaccin quand il était plus petit, je ne sais pas. Mais en fait, tout le long de la journée, enfin peut-être pas tout le long de la journée, pas de manière continue, mais très souvent dans la journée, il fait les 100 pas comme ça. Et hop, il fait des allers-retours comme ça. Et des fois, il fait des trucs comme ça. C'est bizarre, quoi. Et il a toujours fait ça. Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être considéré comme des traits autistiques. Mais l'origine peut être complètement autre chose. L'origine peut être une pollution au champ électromagnétique incohérent pulsé. Bah, il passe sa vie sur les ordi, sur les jeux. Et ils n'ont pas, au sens propre, ils n'ont pas de prise de terre. Donc tous les champs électromagnétiques incohérents pulsés, ils les absorbent, mais ils ne les évacuent pas. Donc ce dandiner comme vous faites, c'est une façon d'évacuer. Et souvent va avec une grosse carence en magnésium. D'évacuer quoi? D'évacuer la pollution électromagnétique. Parce que la sursaturation en champ électromagnétique incohérent pulsé, ça fait comme des milliers de micro-piqûres brûlantes. Donc l'enfant ne va pas être capable de le mettre en mots. Mais il va être toujours en train de s'agiter pour se débarrasser de ça. Et souvent, il est associé à une carence en magnésium. De toute façon, c'est typique français. De toute façon, on les tous. Voilà. Et un des symptômes d'une grosse carence en magnésium, c'est des douleurs dans les articulations. Et une façon de ne pas sentir ces douleurs, c'est de s'agiter. C'est que les articulations soient toujours en mouvement. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, dans son cas, il y a peut-être aussi intolérance gluten-caséine. Oui. Hein, mais ça, on ne va pas tout les détailler maintenant. Voilà. Bon, donc marchez sur la pointe des pieds. Donc pitié si vous avez un enfant autour de vous qui marche sur la pointe des pieds et que les parents disent, même le médecin dit qu'il faut l'opérer, au secours, ne faites surtout pas opérer. Hein. Parce que la grande mode actuelle, c'est de considérer que le tendon, là, est trop court. Donc on va tirer sur le tendon pour qu'il ait la possibilité de poser son talon. Vous voyez, s'il a en plus envie après de poser ses pieds sur la terre. Bon, après, notre enfant va arriver en collectivité. Là, les vrais problèmes vont commencer parce que la collectivité, c'est pas du tout leur tasse de thé. Non pas qu'ils ne sont pas sociaux. Ils aiment bien avoir du monde autour d'eux, mais pas en si grand nombre. Le problème de la collectivité, c'est qu'ils sont beaucoup trop nombreux, donc ils reçoivent beaucoup trop d'informations en même temps. Vous vous souvenez, je vous ai dit que du 3e étage de la Tour Eiffel, c'était des impressions. Donc des impressions, ils en reçoivent beaucoup trop et ils ne peuvent plus les gérer. Ne pouvant plus les gérer, c'est panique à bord. Et là, on retrouve les travaux du professeur Laborit. Je ne sais pas si vous connaissez, le professeur Laborit, c'est déjà dans les années 50-60. Laborit a beaucoup travaillé sur l'angoisse et il a mis en évidence qu'on avait 3 façons de réagir face à des angoisses très fortes. La fuite, l'inhibition d'action ou l'agression. À l'heure actuelle, c'est presque caricatural dans les crèches, les maternelles, les écoles, combien d'enfants on retrouve dans ces 3 types. La fuite, les enfants qui rasent les murs. Et s'ils pouvaient rentrer dans le mur, ils le feraient. Ce qui fait qu'il y a des enfants, ou à la crèche, ils font le tour de la pièce, ou à l'école, dans la cour de récréation, ils font le tour de la cour. Ils ne connaissent que le périmètre de la cour. Certains n'ont jamais mis les pieds au milieu.
Inhibition d'action, on pose l'enfant à un endroit, 1 heure après, on le retrouve au même endroit dans la même position. C'est-à-dire qu'ils sont figés, ils sont pétris de peur. Et la troisième catégorie, ceux qui agressent, c'est qu'à un moment donné, il y a trop d'informations, donc c'est stop. Ils repoussent, hein, parce qu'ils ne peuvent plus. Et quand ils repoussent, ben bien sûr, ça bouscule les copains. L'objectif, c'est pas de faire mal aux copains. L'objectif, c'est juste stop, je n'en peux plus. Et vous voyez que selon le mode de défense ou de protection qu'ils vont utiliser, dans l'évolution, ça va donner des choses différentes. Bon, après, on va aborder les apprentissages. Donc ça va aborder une autre galère, si je peux dire. Parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire les apprentissages de la même façon quand on est là et quand on est là. Si je vous fais un rond et un bâton, en écriture occidentale, on peut faire 4 lettres. Donc c'est la position relative du rond et du bâton qui vont déterminer de quelle lettre il est question. Quand on est dans les pieds de la tour Eiffel, la position relative, on la voit assez bien. Quand on est au 3e étage de la tour Eiffel, la position relative du rond et du bâton, elle est très approximative. La plupart du temps, ils ne la voient même pas. En plus, ils ont atterri dans un pays où on parle le français. Ils considèrent beaucoup que le français, c'est une langue de fou. Alors pourquoi ils considèrent que le français est une langue de fou? Les langues de par le monde se répartissent en 3 grandes catégories. Les langues que l'on appelle transparentes, les langues dites opaques et les langues à idéogrammes. Je laisse de côté les langues à idéogrammes puisqu'on est dans des dessins, on est dans autre chose. Enfin, les langues opaques et les langues transparentes. Dans une langue transparente, à un phonème, c'est-à-dire à un son, correspond un graphème, c'est-à-dire un écrit. Un. Espagnol, italien, par exemple. Dans les langues opaques, un phonème, plusieurs graphèmes. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une différence phonétique entre les 2 phrases? Il n'y a aucune différence phonétique. Or, le sens est complètement différent. Il, je l'écris comme ça, mais j'aurais pu aussi l'écrire comme ça. Au niveau de la phonétique, ça n'aurait rien changé. J'aurais pu l'écrire comme ça. Ça n'aurait encore rien changé. Père. Vous voyez au fond ce que j'écris? Oui. Hein? Papa, un nombre pair, une paire de chaussures et les yeux verts. Hein, les yeux verts, ça s'appelle des yeux pairs. Si. Je peux aussi l'écrire comme ça ou comme ça. Vert, j'en ai déjà 2. Le ver de terre, allié vert, la couleur verte, la pantoufle de verre de Cendrillon. Tout ça, je suis dans les mêmes phonétiques. Ce qui fait que pour écrire phonétiquement, il persévère, en français, j'ai plus de 400 combinaisons.
Donc, quand vous êtes perché là-haut, que vous voyez les choses en global, dans quel cas on écrit comme ça, dans quel cas on écrit comme ça. Oui, pour eux, ça n'a pas de sens, pour eux, c'est pas logique. Donc, ils finissent par écrire ça, c'est pas une orthographe de mon invention, c'est un enfant qui m'a écrit une phrase comme ça. Non, la phonétique, la structure de la langue est bonne, hein, ces mots sont parfaitement coupés, la phonétique est bonne, il y a juste le code de l'orthographe qui n'est pas intégré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la dysorthographie, hein, qui souvent est confondue avec de la dyslexie. La dyslexie, c'est comme l'enfant est perché là-haut, il ne fait pas la différence de la droite, de la gauche, du haut, du bas, de avant, de après. En plus, il y a des sons qui sont confondus. Donc, quand il écrit, quand un vrai dyslexique écrit, vous ne pouvez pas relire parce que vous ne pouvez pas rétablir toutes les inversions, tous les télescopages qu'il a fait. En plus, les mots ne sont pas forcément coupés au bon endroit. Alors que là, si vos yeux acceptent de faire abstraction des fautes, vous lisez parfaitement ce qu'il a écrit. Donc moi, quand je vois des enfants comme ça, je dis aux parents, vous les laissez tranquilles. L'important, c'est que la structure soit bonne, que la phonétique soit bonne. Le code, eh bien, ils vont l'intégrer petit à petit. L'écriture SMS, ça doit leur convenir complètement. Parfait. Et regardez comment ils sont champions. Des fois, en SMS, on a du mal, nous, à les lire. Et quand on a pigé le truc, c'est tellement logique. Donc, et en plus, l'écriture leur pose une difficulté, indépendamment de l'orthographe. L'écriture leur pose une difficulté parce que le fait d'écrire, c'est une fonction hémisphère gauche. Donc, ils pensent hémisphère droit. Donc, il faut que la pensée soit traduite en mode cerveau gauche. Donc, ça passe par le corps calleux qui sert de traducteur. C'est traduit en mots, donc avec toutes les déperditions de sens que ça représente. Et les mots, il faut après qu'ils soient traduits en gestes graphomoteurs. Donc, vous voyez toutes les traductions. L'enfant a l'image mentale de ce qu'il veut écrire. Mais comme il est petit, il n'arrive pas à reproduire l'image mentale qu'il a en tête. Donc très vite, il est frustré. Je suis nul, j'y arrive pas, je suis bon à rien. Il a beau s'appliquer comme un malade, il n'y arrive pas. Et comme il s'applique énormément, eh bien, il faut longtemps pour écrire un mot. Et pendant ce temps-là, sa pensée allait au 20e mot suivant. Donc quand ils rédigent des petits textes, on leur dit souvent que c'est du petit nègre, parce qu'ils sautent des mots. Et entre autres, ils sautent les mots qui ne sont pas représentables en images. De, par, pour, sur. C'est des mots auxquels il n'y a pas une image qui correspond. Hein. Lutin, on peut se représenter à lutin. Petit, encore, on peut voir petit. Mais le, avec, c'est. Donc ça, souvent, c'est des mots qui zappent. Parce qu'ils n'ont pas de représentation visuelle. Bon, en calcul, on est dans autre chose. En calcul, ils lisent l'exercice, puis ils vous donnent la réponse. Oui, ok, comment tu as trouvé? Ils ne savent pas vous répondre. Et quand vous insistez, ils vous répondent tous, bah, dans ma tête. Mais à l'école, on leur demande une démonstration. Or, la démonstration, ils ne savent pas la faire. Et la démonstration, pour eux, n'a pas de sens, puisqu'ils ont la réponse. Le trajet question-réponse, pour eux, c'est un trajet là-haut, 3e étage, alors qu'on leur demande un trajet pied de Tour Eiffel, et pour eux, c'est leur parler chinois. Donc, ils sont considérés, par exemple, nuls en maths,
simplement parce qu'ils ne savent pas donner les explications. Et comme dans leur tête, ça va très vite, souvent, ils donnent même des réponses plus compliquées que ce qu'on leur demandait. Parce que ce qu'on leur demandait, ça leur paraît tellement simple, tellement bébé, que c'est pas possible que le maître ou la maîtresse leur demande des choses aussi basiques. Donc ils vont chercher des choses plus compliquées, plus élaborées. Ce sont des enfants globalement curieux, qui ont envie de connaître, et qui sont très focalisés sur certains thèmes. Donc, certains enfants vont être incollables sur la vie des animaux, d'autres sur les moteurs de voiture, vous voyez, dans des domaines comme ça très précis. Et dans leur domaine de prédilection, ils vont tout rattacher à ça. Ce qui fait qu'à l'école, très vite, ils vont s'ennuyer. L'enfant qui est branché, je vais vous donner par exemple un exemple. J'ai reçu un petit bonhomme, 6 ans et demi. Très vite, il m'a parlé des planètes, des vaisseaux, de tout ce qui se passait dans le cosmos. Ce petit bonhomme qui était en CP, apprendre à lire « Papa fume la pipe » ou « La poule picore du grain », il n'en avait rien à faire. Pour lui, c'était parfaitement sans intérêt. Si on lui avait appris à lire « La fusée décolle pour Pluton », là, ça devenait intéressant. Donc, vous voyez, c'est juste trouver l'adéquation pour faire passer les apprentissages, utiliser leur terrain de prédilection. Parce qu'autrement, ils se désintéressent. Parce que très souvent, par exemple, ceux qui sont les artistes en herbe, pourquoi apprendre les maths, ça ne me servira à rien. Mais ça fait longtemps que j'entends ce type de discours. Pourquoi est-ce qu'on n'individualise pas et personnalise pas davantage, justement, au sein de l'éducation nationale? Alors ça, c'est à l'éducation nationale qu'il faut demander. Comme, je pensais que vous aviez une idée sur le sujet. Non, parce que... Excusez-moi, c'est juste pour compléter ce que dit monsieur. J'ai un enfant qui, au fond, vous décrivez parfaitement, qui a 10 ans et qui est très sympa. Effectivement, il est dans le système de l'éducation actuel qui n'a pas d'accompagnement personnalisé. Donc lui, il est très sur tout ce qui est mécanique, électronique, il fait des dessins de moteurs, il explique comment ça fonctionne, etc. Et comment faire, nous, en tant que parents, pour accompagner au mieux ces enfants avec un système qui ne répond pas encore à ça et qui est effectivement très cerveau gauche. Alors, pour le moment, il n'y a pas de solution toute faite. Pour le moment, c'est trouver des solutions, c'est bricoler des solutions pour que chacun y trouve à peu près son compte. Et ce qui fonctionne assez bien, c'est qu'en dehors de l'école, ils aient une activité correspondant à leur centre d'intérêt. Et à ce moment-là, c'est ça qui devient le phare de la semaine. Du coup, l'école passe un petit peu au second plan. Je vois par exemple je vois surtout avec des petites filles, fanas d'équitation. Bon, ben leurs 3 heures de manège, c'est le truc de la semaine. Oui, c'est les accompagner là-dedans, et puis vous dédramatiser complètement l'école. Parce que en plus, comme l'école va leur mettre la pression, vous avez des enfants qui, à la maison, quand vous faites les devoirs, savent la leçon, ont compris l'exercice, ça fonctionne bien. Arrivé à l'école, ça ne fonctionne plus. Parce que c'est des enfants qui fonctionnent très mal à la pression. Et quand ils ont trop de pression, c'est rideau. Ils ne savent plus. Donc l'école va dire c'est un camp, c'est un nul, c'est un bon à rien. Non, c'est simplement que l'insécurité est telle que tout le système cognitif est pétrifié. Ils ne savent plus. Donc il y a certains enfants, bon, en tant qu'ancienne enseignante, c'est un peu fort de café d'en arriver à ça, mais j'en arrive de plus en plus à temporairement déscolariser des enfants. Parce que quand la souffrance psychique est trop grande, à un moment donné, ça se traduit en troubles psychosomatiques.
Et là, quand il y a des troubles psychosomatiques qui apparaissent, stop. Hein? Moi, personnellement, je ne joue plus quand il y a des troubles psychosomatiques. Donc là, j'incite les parents, on fait une pause. Et on trouve des solutions. Et les solutions, on en trouve. Et puis des parents qui avaient un peu de mal à se bouger pour trouver quelque chose d'alternatif ou quoi, quand ils se retrouvent obligés de gérer l'enfant à la maison, là, tout d'un coup, ils s'activent et tout d'un coup, ils trouvent des solutions alternatives. Vous voyez, il n'y a pas une solution toute faite. Et puis, le problème avec tous ces enfants, c'est qu'au niveau de l'école, c'est vraiment ce qu'est l'enseignant qui va être déterminant. Ce qui fait que dans une même école, une année avec un enseignant, ça va super bien se passer. L'année d'après, avec un autre enseignant, ça va être le cauchemar. Ou au collège, ça va super bien aller avec certains professeurs, super mal avec d'autres. Ce qui fait que les profs se retrouvent en réunion de profs, certains disant « Oh, cet élève, là, c'est génial d'avoir des élèves comme ça dans les cours, ça met de la dynamique. » Puis l'autre professeur qui dit « Mais c'est des horreurs, c'est des cauchemars. » Oui, on arrive avec des logiques et des informations complètement différentes. C'est pas forcément les profs, hein. Il y a les camarades. Ah oui, mais ça, il y a les camarades aussi. Voilà. Hein. Des fois, il y a des harcèlements, voire pire. Et ça, ce sont facilement des enfants victimes de harcèlement, parce que beaucoup ne comprennent pas, mais vraiment ne comprennent pas, c'est une énigme totale, ne comprennent pas le non-amour, l'incohérence, le manque de respect, l'injustice, le mensonge. Pour eux, c'est des énigmes totales. Ce qui fait qu'effectivement, dans les cours de récréation, ils sont facilement les boucs émissaires. Mais les boucs émissaires des profs ou des camarades? Les deux. Les deux. Et je voudrais rajouter qu'ils ont beaucoup de mal à trouver leur place. Ils ont vraiment de mal à trouver leur place. Et ils se sentent foncièrement différents des autres, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et effectivement, est-ce qu'on peut, nous, leur expliquer comme vous l'avez fait, ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils se sentent différents? Le premier livre que j'ai écrit, j'ai de plus en plus d'ados qui le lisent. Et une fois, il y a une maman qui me dit « Oui, mais quand ça vient de moi, il ne veut pas lire. » Je dis « C'est pas grave, le livre, vous le laissez traîner. Vous le laissez à la vue. » Je dis « Puis à un moment donné, le livre va l'appeler. » Ça n'a pas loupé. Le livre l'a appelé. Et il m'a raconté après qu'il a pris le livre dans son lit. Il ne l'a pas lâché de la nuit. Il a pleuré toute la nuit. Puis après, il a demandé à me voir. Et là c'était gagné. L'autre jour, j'ai vu une petite. Elle a 13 ans, mais elle en fait 16 ou 17. Elle a lu les deux. Alors que le deuxième est beaucoup plus scientifique. Elle a lu les deux. Et pour eux, c'est un soulagement énorme. Parce qu'il y a plein de références, il y a plein de témoignages. Je ne suis pas tout seul. Vous dites que les lycéens de droit, il y a plus que ça aujourd'hui, donc il devrait être la très grande majorité. Mais ils se sentent seuls quand même, parce que vous dites qu'ils se sentent différents des autres. Ça implique que les autres sont tous différents. Non, parce qu'ils sont obligés, comme ils vivent dans un système qui n'est pas le leur, ils sont obligés pour beaucoup, ce que j'appelle avancer masqué. C'est-à-dire qu'ils se mettent des protections. Et du coup, ils se perdent dans leur protection. Oui. On est obligé de se mettre des protections parce qu'on est attaqué en permanence. Moi, je suis cerveau droit à l'extrême droit. Et on est obligé de se protéger. On est dans un monde endormi. Sauf de se mettre à la terre et de se faire sa bulle, son espace. Ah oui, mais justement, c'est très ce faux soi. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. C'est un espace dans lequel moi je suis là, je suis bien. C'est pas un faux soi. C'est au contraire, c'est j'ouvre mon cœur et je prends mon espace. On n'est pas dans un faux soi. On est au contraire dans un grand moi et dans un grand soi. Dans le grand moi, on est tout le temps. Je peux vous assurer qu'on n'a aucun problème. Vous connaissez Lise, l'américaine qui a eu ce... Oui. Vous connaissez ça. On est tout le temps en grand soi. Mais c'est les autres qui sont... La difficulté, c'est d'arriver, pour enfants comme adultes, c'est d'arriver à dire oui à la vie. Oui, ok, j'ai choisi de venir sur Terre, j'accepte d'y mettre mes pieds. Je suis arrivée dans une période qui n'est pas facile, qui est une période de transition, et c'est cette période-là que j'ai choisie. Donc, ok,
j'assume ce que j'ai choisi. Bon, bah, il faut du temps pour arriver à faire ce choix. Je m'excuse, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y en a qui voudraient la suite. Merci beaucoup. Merci.